Bonsoir à tous, bienvenue dans Zone Grise, l'émission qui retrace l'actualité internationale. Et aujourd'hui, on se retrouve avec trois experts. Kimia, bonsoir Kimia. Bonsoir, ça va? Ça va super et toi? Ça va, super. Tristan, Toujours là, on va fidèle au toujours poste. très bien. toujours fidèle au poste. Et Jao, comment ça va Jao? Ça va très bien toi? Ça va super, merci. Alors aujourd'hui, on va commencer avec l'actualité du côté du Moyen-Orient. Après le fragile accord de cessez-le-feu ratifié jeudi dernier, l'Iran et les États-Unis étaient à la table des négociations ce week-end au Pakistan, principal médiateur du conflit. Ce cessez-le-feu doit durer jusqu'au 22 avril, mais l'annonce de l'échec des négociations hier par les États-Unis fait craindre une reprise des hostilités. Une dernière offre aurait néanmoins été soumise par le vice-président américain J.D. Vance au pouvoir iranien. Suite à ces pourparlers peu concluants, les États-Unis ont annoncé vouloir imposer un blocus sur tous les navires tentant d'entrer ou de sortir du détroit d'Ormuz. L'Iran a pourtant affirmé être presque parvenu à un accord avec les États-Unis en déplorant le jusqu'au-boutisme américain, tandis que Donald Trump imputerait cet échec au refus iranien de sortir du nucléaire. Kimia, on y a peut-être un peu cru avec les négociations du côté du Pakistan, avec le cessez-le-feu en milieu de semaine dernière. Est-ce que tu continues à y croire ou est-ce qu'on s'éloigne de ce cessez-le-feu? Je pense que le conflit, il est très loin d'être terminé. Là, l'Iran indique que c'est je cite, un acte illégal, entre guillemets, qui relève de la piraterie, entre guillemets encore. Et il menace maintenant encore les voisins du Golfe, donc les pays du Golfe, des représailles, alors que les voisins du Golfe, eux aussi, ils dénoncent ce blocus de Donald Trump. Et là, il y a quelques heures, Donald Trump il promet encore une fois que s'il y a des navires iraniens qui bravent le blocus, ils seront immédiatement détruits. Donc le conflit est encore très loin d'être terminé. Et si je peux faire un petit focus aussi sur le peuple iranien, dont j'ai reçu quelques témoignages qui disent qu'il y en a beaucoup qui sont encore inquiets du cessez-le-feu. Pourtant, c'est une bonne nouvelle, un cessez-le-feu, mais ils sont inquiets parce que ça veut dire que la République islamique est toujours au pouvoir, surtout avec les négociations, on leur donne encore plus de pouvoir. Et voilà, donc, et la répression, elle continue, mais férocement. On est à des chiffres vraiment incroyables, donc voilà. D'ailleurs, j'ai vu un truc ce dimanche sur Nice, je sais pas si t'as été mise au courant, mais il y avait parce que moi je savais pas du tout, j'ai vu qu'il y avait à Masséna, il y avait une manifestation pour soutenir l'action israélo-américaine. Oui. J'ai vu qu'il y avait des drapeaux, on va dire de l'ancien drapeau iranien, il me semble, Oui. ce genre de choses-là. Donc à ce moment, ça m'a un peu, Interpellé. Interpellé, parce que bon, déjà, je savais pas du tout, j'avais pas du tout été mis au courant. Il y avait une certaine mobilisation. Pas énormément de monde, il y avait quand même certaines personnes. Et toutes les semaines, l'association Les Iraniens de Nice organise donc des manifestations, donc que ce soit le dimanche, soit les samedis, pour montrer, déjà pour parler de l'Iran et de ce qui se passe en Iran avec la République islamique et la répression. Mais là, depuis le début de la guerre, c'est vraiment pour montrer, c'est bizarre et c'est très difficile à expliquer et à faire comprendre, mais que la majorité des Iraniens, même à l'intérieur du pays surtout, sont entre guillemets en faveur de ce conflit israélo-américain parce que c'est dans leur intérêt. Il y a les Israéliens et les Américains aussi, ils ont des intérêts qui n'ont rien à voir avec le peuple, mais ils le disent. Oui. Mais le peuple aussi, ça les arrange. Donc les drapeaux, ça peut être choquant, mais c'est pas pour soutenir ces personnes-là ou ces pays-là. C'est vraiment le drapeau israélien, c'est pour montrer les liens historiques qu'il y a entre le peuple juif et le peuple iranien depuis des années, et les Américains parce que c'est dans leur intérêt, encore une fois. Pour revenir sur la guerre en tant que telle, il ne faut pas oublier aussi que en début de semaine dernière, Trump il avait annoncé qu'il allait anéantir le pays. C'est des déclarations qui sont assez fortes, je trouve, et assez folles. On entend et rarement contradictoires, encore une fois. Complètement contradictoires, puisque la preuve, le conflit dure encore. Donc en fait, on a l'impression que c'est des menaces, mais ça fait que durer le conflit finalement. C'est ça, surtout qu'au tout début il dit oui, on fait ça pour le peuple, il doit se soulever, etc. Ce qui est vrai, mais il peut pas parce qu'ils n'ont pas d'armes. Après il dit je vais détruire toute une civilisation. Donc, Et là il n'y a pas d'ambiguïté quand il emploie le terme civilisation, il parle pas du régime au pouvoir, il parle vraiment de la population. Ça a vraiment fait peur, je connais plein d'Iraniens, dont moi ça a fait peur plein de gens. En Europe désormais, un profond changement de cap en Hongrie. Dimanche, Péter Magyar a remporté les élections législatives face au dirigeant d'extrême droite Viktor Orban, au pouvoir depuis 16 ans. Avocat de formation, Péter Magyar se situe au centre droit et défend une ligne politique conservatrice et libérale. Le parti du dirigeant de 45 ans, le TISA, a obtenu 135 sièges sur 198, confirmant toujours plus la baisse de popularité de Viktor Orban en Hongrie. Magyar est un candidat pro-européen qui a longtemps apporté son soutien à l'Ukraine pendant sa campagne.
campagne. Il a par ailleurs tout de suite été félicité par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, suite à sa victoire. La trajectoire de Magyar est surprenante puisqu'il a longtemps été un cadre du parti de Viktor Orban avant de devenir son principal opposant. Ce bouleversement politique va redistribuer les cartes quant à la position hongroise au sein de l'Union européenne. On ne va pas en parler tout de suite, parce que Jao va y consacrer une chronique sur le temps long après, à part si quelqu'un veut rebondir dessus, mais je pense que Jao en parlera beaucoup mieux que moi sur le temps long après. Et on conclut donc avec cette brève et on va filer du côté de l'Afrique, une visite historique. Ce lundi, le pape Léon XIV s'est rendu en Algérie où il séjournera pendant 2 jours. Cette tournée africaine se poursuivra avec les visites du Cameroun, de l'Angola et de la Guinée équatoriale pour la suite de cette semaine riche en symboles. Il s'agit de la première tournée internationale du souverain pontife depuis son élection le 8 mai 2025. Ce voyage s'inscrit dans une volonté de dialogue avec le monde islamique, selon les propres mots de Léon XIV. En Algérie, pays composé à 99% de musulmans, le pape souhaite nouer des liens forts face à la complexité du contexte international. Le pape de 70 ans emboîte le pas à Saint-Augustin, qui a été évêque dans l'actuelle Algérie au IVe siècle. Cette démarche renforce la diplomatie algérienne et lui permet de s'ouvrir au monde occidental que son rival marocain semble s'être octroyé les faveurs sur la question du Sahara occidental. Le quotidien gouvernemental El Moudjahid parle ce matin du succès du soft power algérien. Tristan, j'aimerais te lancer sur la visite du pape en Afrique. Qu'est-ce que ça t'évoque finalement au niveau de la diplomatie ? Je voulais rebondir dessus parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses assez intéressantes sur cette information-là. Donc la chose assez particulière, on peut rebondir dessus, c'est que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure en off, il y a eu d'ailleurs un attentat suicide au sud d'Alger, on va dire en marge de l'avenue du pape en Algérie. Donc certains peuvent y voir une coïncidence, d'autres non, mais c'est vrai que c'est quand même important de le souligner, c'est assez particulier. Et sinon, après, pour apporter un peu plus une note positive, je trouve que c'est fort de symbole cette venue du pape en Algérie, et notamment, il me semble, demain, il va être à Annaba, en Algérie, pour se recueillir, il me semble, à la basilique de Saint-Augustin à Annaba, qui est vraiment une très très belle basilique. On n'est vraiment pas sur une petite église cachée, on est vraiment sur un très très grand monument qui symbolise beaucoup, en tout cas pour les chrétiens d'Algérie. Donc je trouve ça très, très fort de symbole pour ceux qui veulent aller regarder par exemple des images de la basilique. Elle est vraiment très très belle, assez majestueuse. Et ensuite, tu as évoqué, Momo, que le pape il va continuer sa visite en Afrique. Cameroun, Angola, Guinée équatoriale. Ouais. Et même pour ça, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais c'est assez intéressant de voir que donc on est en Algérie, pays à majorité musulmane, de l'arabe dans la langue, du français. Cameroun, majoritairement français, il me semble, francophone. Et ensuite, on va en Guinée équatoriale, majoritairement espagnol, enfin du coup hispanophone, bien vu. Et pour l'Angola, lusophone. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Je ne sais pas si c'est fait exprès dans cette stratégie de venue, oui. Mais c'est une bonne stratégie de rassemblement, je trouve. Donc voilà, je voulais insister dessus. Et c'est surtout, au vu de la complexité du contexte international, il y a aussi une volonté de rassembler des religions et faire une sorte de soft power aussi avec l'Algérie, puisque l'Algérie a pu être aussi en difficulté sur le plan international avec la question marocaine et du Sahara occidental, comme on a pu le dire. Donc c'est assez intéressant, en tout cas stratégiquement, c'est plutôt intéressant. On va maintenant passer à vos chroniques et on va repartir en Hongrie avec Jao pour la chronique du temps long, puisqu'il va rentrer un peu plus en détail sur la Hongrie. Effectivement, pour ce temps long, on se dirige vers un pays qui est assez proche de chez nous, qui fait l'actualité. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais hier, le 12 avril, c'était les élections législatives en Hongrie. Et pour la première fois depuis 2010, on a assisté à un changement de gouvernement. Peter Magyar, conservateur pro-européen, est devenu Premier ministre. Alors en quoi c'est important même pour nous, Français, c'est qu'on est aussi dans l'Union européenne. En fait, en Hongrie, c'est pas le président qui dirige le pays, mais bien le Premier ministre. Donc en fait, le président, on ne connaît pas vraiment son nom. Il s'appelle Tamás Sullyok. Non, j'avais entendu parler. Voilà. Alors que le Premier ministre sortant, ça vous dit, j'imagine déjà plus quelque chose, c'est Viktor Orban. Et on va se focaliser sur lui pour comprendre l'état de la démocratie hongroise et l'enjeu des élections passées. Donc Orban, c'était le Premier ministre hongrois depuis 16 ans. Et avant ça, il avait aussi effectué un mandat de 1998 à 2002. Il est profondément anticommuniste, promeut les valeurs chrétiennes de l'Europe et se place à 100% contre l'immigration. Il a fondé le parti Fidesz en 1988, un parti politique d'extrême droite, national-conservateur et populiste également. Bref, le tout premier mandat d'Orban, il est très important. Pourquoi ? Parce qu'il va apprendre.
entre 1998 et 2002, il va toucher au pouvoir pour la première fois. Il va ensuite tout faire pour y revenir et donc le garder. Et il va y arriver. Donc avant ça, en Hongrie, le Premier ministre et donc le Parlement ont à la fois le pouvoir législatif et exécutif. Ils peuvent faire les lois et les faire appliquer. Comme je l'ai évoqué plus tôt, le président il a un rôle mineur dans tout ça, puisqu'il est juste le représentant du pays. C'est-à-dire il a juste une fonction symbolique en fait. Donc tout ça, Orban il le comprend et il va l'expérimenter entre 1998 et 2002. Puis en 2010, après une campagne qui est facilitée par la faiblesse de la concurrence, il retourne au pouvoir. Et de quelle manière ? Il est élu avec une super majorité de 68% des voix. Alors donc il y a plusieurs choses à voir là-dedans. D'abord, le gros score, il s'explique par le fait que le Parti socialiste sortant en 2010, il s'est mangé la crise économique de 2008 dans les dents. Donc il avait aussi d'ailleurs menti sur l'état de l'économie de la Hongrie à ce moment-là. Donc ils ont tous tous les citoyens hongrois ont perdu confiance au gouvernement donc socialiste à ce moment-là. Et Orban, il s'est placé comme une bonne alternative à l'époque. En effet, donc, il avait déjà effectué un mandat assez discret, sans réel scandale, et les Hongrois ils voulaient du changement. Et c'est quoi la supermajorité ? Justement, Momo, j'allais y venir. En Hongrie, dans la Constitution, il est inscrit qu'il est possible d'être élu à la supermajorité. En gros, c'est le même parti qui compte au moins 2/3 des sièges au Parlement. Donc avec 68% des voix, Orban l'a eu. À partir de ce moment-là, c'est simple. La supermajorité, elle lui permet d'amender et de réécrire la Constitution. Donc voilà, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il n'a pas besoin de l'avis de l'opposition pour modifier la Constitution, soit le texte de loi le plus important du pays. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? C'est simple. Il va redessiner la carte électorale du pays. Ça peut paraître fou comme première mesure, mais modifier les zones de vote, c'est ce qu'il va faire. En fait, les suffrages des législatives en Hongrie, c'est comme en France d'ailleurs, ça fonctionne par circonscription. Donc il lui suffit de lier les zones où il est le moins puissant pour que ça compte pour une voix, et de multiplier les zones où il est le plus puissant pour que ça compte pour plusieurs voix. Voilà, pour avoir plus de force. Son but à ce moment-là, c'est d'obtenir une supermajorité à chaque fois, et pour simplement diriger le pays comme il le souhaite. Et ça marche, puisque pendant 16 ans, il n'y a aucun suspense quant à qui va être élu, jusqu'à hier. Donc, pour une fois, les sondages annonçaient un scrutin serré et un renversement. Donc, en fait, pendant 16 ans, on a assisté à un déclin démocratique en Hongrie. Orban, il n'a pas transgressé les règles ni quoi que ce soit. Les instances internationales, elles n'étaient même pas légitimes pour agir, puisque c'était légal, c'était la constitution de l'époque. Il a juste joué avec les limites des règles. Ça fait partie donc des limites de la démocratie. La constitution, elle est toujours le pilier d'un régime, sauf que quand on y pense, c'est juste des règles, des phrases, des lignes. Une constitution parfaite, ça n'existe pas. Une constitution complète, ça n'existe pas. Il existe toujours une part de discrétion, c'est-à-dire on peut toujours lire entre les lignes et agir comme on le souhaite, comme Orban l'a fait. Un déclin démocratique, c'est une consolidation du pouvoir par le chef de l'État ou le parti, donc Fidesz. Pour cela, Orban il a élargi son pouvoir exécutif, il a instrumentalisé les lois et les institutions démocratiques, de manière légale donc, pour centraliser le pouvoir et limiter l'opposition. Je trouve le cas de la Hongrie vraiment intéressant, parce qu'il fait réfléchir sur l'état des démocraties. Je veux dire, la Hongrie, c'est un pays qui est membre de l'Union européenne, c'est vraiment pas loin, donc c'est assez effrayant. Et maintenant que Peter Magyar a été élu, la politique du pays va être passionnante à suivre, puisque lui aussi a obtenu la supermajorité. Merci Jao. Et c'est vrai que pour la suite, on pourra avoir un changement radical sur la politique hongroise à l'international, selon toi, ou tu penses que ça va rester pareil ? Déjà, le véritable changement, c'est que Orban était anti-européen et que Magyar, maintenant, il est pro-européen. Donc je ne sais pas vraiment ce que ça va donner, mais comme il a la supermajorité, ça va être plus facile pour lui de faire passer ce qu'il veut, et notamment en lien avec l'Union européenne. Il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est que tu as dit que ça sera intéressant de voir l'évolution de la politique hongroise, surtout parce que lorsqu'on parle de pro-européen, on se rend compte petit à petit qu'il y a énormément de... Tu peux être pro-européen, mais être pour ça, et un autre qui va être pro-européen va être totalement pour autre chose. J'avais cru comprendre en lisant, je crois, Le Monde ou un autre média, mais c'est un média français, qui expliquait que donc le nouveau président de la Hongrie, futur président de la Hongrie, était pro-Europe, mais que par contre, il était de plus en plus contre l'envoi d'armes à l'Ukraine. Par exemple, de ce que j'ai cru comprendre. Donc, ce qui fait que ça va vraiment être intéressant de suivre quelle direction il va prendre, tu vois, même au sein de cette idéologie et de cette pensée de pro-Union européenne. Oui, en fait, ça c'est vraiment la chose qui les différencie, parce que Peter Magyar, il était allié avec Viktor Orban avant. C'est aussi un conservateur. Donc ils se sont juste séparés.
la grande différence, c'est donc l'Union européenne. Bien sûr. Oui, on n'est pas sur un candidat d'extrême gauche qui renverserait le candidat d'extrême droite. Oui, c'est pas à l'opposition. C'est pas quelqu'un de l'opposition, on peut dire. Ouais, pas de l'opposition officielle, on va dire. Ouais, c'est juste un autre candidat, mais la politique, on va dire, nationale reste un peu la même. Et le truc qui est aussi intéressant, c'est que on peut se dire également que du coup, Viktor Orban s'est fait prendre, on va dire, un peu piégé à son propre jeu, parce que je pense qu'il s'attendait en essayant de bloquer le plus possible de nouveaux prétendants à la présidentielle, bloquer peut-être tous les autres partis, faire en sorte qu'ils s'écrasent tous. Au final, en fait, c'est un mec qui est au sein même de ton parti à la base, qui au final, il se rend compte qu'il y a certaines failles dans ta politique, il a des idées différentes de la tienne, tu as un ras-le-bol général de la part de certains Hongrois sur certaines thématiques, et hop, ça va permettre l'émergence d'une nouvelle peut-être doctrine politique ou de nouvelles pensées pour permettre un élargissement du débat. Donc c'est vraiment très intéressant. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que il n'y a aucun des candidats, aucun des acteurs qui a transgressé les règles. C'est tout ça, ça s'est fait dans la légalité. Après qu'on condamne ou non, ça c'est voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais ça a été fait dans les règles. Et donc pendant 16 ans, il a réussi à conserver le pouvoir, à mener une politique plutôt répressive, mais de manière légale. Donc les instances internationales ne pouvaient pas vraiment agir. Et en étant un acteur fort de l'Union européenne en plus. Bien sûr. Et aussi peut-être une dernière chose que peut-être qu'on va peut-être un peu dépasser. Mais il y a également un truc qui est intéressant. J'ai pas suivi les toutes dernières infos, mais même si c'était un personnage sulfureux et tout, etc., Viktor Orban, je trouve j'ai l'impression qu'il y a certains personnages politiques, certains hommes d'État politiques, certains hommes d'État même très sulfureux, qui auraient pu être dans certaines combines. C'est pour ça que je me pose la question. Je sais pas s'il l'a fait ou s'il l'a pas fait. Qui aurait pu être dans certaines combines de dire on m'a volé l'élection, faudrait recompter les voix ou ce genre de petites choses, et j'ai cru comprendre qu'il avait pleinement assumé sa défaite. Donc je trouve que ça peut être également un point positif à souligner. Donc je sais pas quelles sont les dernières infos, mais s'il a assumé pleinement sa défaite, pas respect, mais presque. Je veux dire, ça s'est tenu dans un cadre correct. C'est pour ça que la politique hongroise va être intéressante à suivre la prochaine année. Mais c'est vrai qu'on a eu l'habitude sur les dernières années d'avoir des candidats de la droite radicale. Si on prend l'exemple des États-Unis avec Donald Trump en 2020 avec la prise du Capitole, ou si on prend Bolsonaro au Brésil, on a eu des candidats qui avaient pour coutume de remettre en question les résultats de l'élection. Et là, comme tu le dis, ça n'a pas été le cas. Mais on va pas l'applaudir non plus. Oui. Non, mais je trouvais que c'était quand même important de le souligner. Bien sûr. On va maintenant passer à la deuxième chronique. Tristan, très inspiré aujourd'hui. On va te lancer sur le Brésil, du côté de Florianopolis, une autre phase du Brésil. On est loin du football et de la samba, Tristan. Effectivement, je voulais en parler tout simplement parce que lorsqu'on est en tant que Français, je trouve que lorsqu'on pense au Brésil, on va beaucoup plus penser à Sao Paulo, Rio, on va penser directement à foot, Copacabana, favelas. C'est très cliché, mais moi, c'est moi qui n'ai jamais voyagé au Brésil, ou pas forcément un lien particulier avec ce pays, c'est un truc auquel je pense directement. Mais en fait, non, je veux dire, déjà, le Brésil, tout le monde sait que c'est immense, mais par exemple, il y a une autre face du Brésil. Le Brésil a des faces multiples, mais la ville de Florianopolis, dans l'extrême sud du Brésil, fait partie de ces faces diverses et variées du Brésil. Donc, pour la localiser un peu, c'est une ville qui est, on va dire, presque c'est le sud ou l'extrême sud du Brésil. Dans les villes les plus connues, une ville qui est un peu plus au sud que Florianopolis, c'est Porto Alegre, mais sinon, à part ça, c'est vraiment très très au sud de Florianopolis. Et c'est une ville qui est située sur une île. Après, elle s'est étendue, mais elle est située sur l'île de Santa Catarina, qui est reliée au continent par plusieurs ponts. Et c'est une ville qui est quand même assez grande en termes de population, mais beaucoup plus éloignée de la démesure de Rio ou de Sao Paulo. C'est une ville qui compte 500 000 habitants, donc ça serait c'est un bon Toulouse, en France, si on peut faire la comparaison ainsi, en termes de population bien sûr. Ce qu'on peut dire sur cette ville de Florianopolis, c'est que c'est une ville qui a une économie assez particulière, puisqu'elle est tournée vers l'innovation. Ça fait partie de son identité, c'est un des plus grands pôles technologiques du Brésil, et selon le média, par exemple, le média brésilien NSC, qui est rattaché aux grands médias brésiliens globaux, si on prend l'ensemble des États brésiliens, des différents États brésiliens, Florianopolis, c'est la capitale d'État qui historiquement a le taux de chômage le plus bas du pays,
et même pour l'État lui-même de Santa Catarina, qui est un des États brésiliens où il y a le moins de chômage dans le pays. Donc c'est assez intéressant de le souligner. Également, par exemple, en 2023, il y avait 6 000 entreprises dans la zone de Florianópolis, qui est quand même assez considérable, mais 6 000 entreprises liées au secteur de la tech. Donc tout ce qui est logiciel, etc. Bon, le secteur technologique. Et d'ailleurs, Florianópolis, c'est un des leaders dans les villes d'Amérique latine qui ont atteint le plus d'investissements dans les startups. Voilà, donc c'est vraiment une ville qui a une économie vraiment focus sur la technologie, toutes ces choses-là. Ensuite, on va dire que c'est une ville plutôt, ça a été une ville ouverte, ça a été une ville façonnée par l'immigration, et une immigration plutôt variée. Il y a eu des Italiens, il y a eu des Portugais, mais surtout beaucoup d'Allemands. C'est même, on va dire, une blague un peu brésilienne ou un mème brésilien, c'est-à-dire que tu sais que quand tu vas dans le sud du Brésil, en particulier à Florianópolis, il n'y a que des Allemands. Vraiment. Ouais, bon, un peu marrant. Et autre fait, c'est également une exception brésilienne par rapport à la criminalité, simplement. C'est une ville qui a, on va dire, dans les plus grandes villes du pays, c'est une ville qui a un des taux de criminalité les plus bas du pays. On va dire quand on prend les plus grandes villes du Brésil, elle a un indice de sécurité qui est bien plus supérieur à celui de nombreuses villes brésiliennes. Donc les raisons, par exemple, qu'on peut identifier, c'est que déjà, c'est une ville beaucoup plus à taille humaine. Comme je disais tout à l'heure, 500 000 habitants, ça va être différent de plusieurs millions, ce qui fait que ça va être une urbanisation et une taille qui va être mieux organisée, et du coup, qui va permettre un peu moins de pauvreté, un peu moins de criminalité. Ça va être une des raisons. Également, parce qu'il y a un très haut niveau d'éducation. Donc voilà, ça fait que ça va être une ville qui va être beaucoup plus vivable, beaucoup plus attractive pour les entreprises, mais également pour les familles, car c'est une ville au Brésil où, lorsqu'on on va se renseigner sur, par exemple, de l'expatriation, ça va être une ville qui va très très vite revenir. Vous êtes des Français ou des Portugais, vous avez un peu quelques notions, directement, on ne va pas forcément vous dire Rio. On va peut-être vous dire Florianópolis, ça peut être une bonne option, etc. Surtout si vous avez une famille ou ce genre de choses. En conclusion, Florianópolis, elle nous rappelle une chose, c'est que le Brésil, ça ne se résume pas uniquement à des clichés, c'est un pays multiple où coexistent des réalités très différentes. Et derrière l'image du Brésil avec les belles plages de Rio, des favelas, etc., il y a également une autre face du Brésil, comme il y en a, on va dire, des diverses et variées, mais c'est une face du Brésil qui est plus structurée, un peu moins mise en avant, mais également plus innovante. Donc voilà. Merci Tristan pour cette chronique. Là, tu nous as vraiment emmené en terre inconnue pour le coup, parce que on est loin du cliché selon lequel le Brésil serait un territoire soumis à une forte criminalité. Et surtout, tu soulignais le fait aussi qu'il y avait beaucoup d'entreprises de la tech qui innovent là-bas. Là où on pourrait penser à la base sur le stéréotype que le Brésil serait un pays un peu moins avancé, parce qu'on a encore une fois ce cliché en tête. Exactement. Mais on voit qu'il y a d'autres territoires dans cet immense pays, parce que le Brésil est quand même un très grand pays où il peut y avoir des entreprises innovantes. Ouais, c'est vraiment intéressant de voir cette diversité-là, parce que j'imagine que si on se pose la question sur le Sud, on peut aussi se poser la question à l'extrême ouest du pays, par exemple. Bien sûr, le Brésil, c'est un pays qui est tellement immense, tellement gigantesque, ça doit être, à mon avis, c'est dans le top 5 des plus grands pays du monde. Donc à l'extrême ouest, ça doit être encore complètement différent de ce que tu viens de dire, et complètement différent des clichés qu'on en a aussi, donc c'est vachement intéressant à découvrir. Bien sûr, et par exemple, tu parlais tu as parlé par exemple du secteur technologique et tout, etc. Et par exemple, le secteur technologique au Brésil, il va énormément se situer, ça je l'ai vu rien qu'en regardant, en faisant des recherches sur Google Maps, quand je tapais par exemple de grandes entreprises liées à la technologie, etc., ça va être énormément situé à Sao Paulo. Ça va vraiment être énormément situé à Sao Paulo. Et après, si on met de côté Sao Paulo, ça va surtout, par exemple, être à Florianópolis ou dans d'autres villes. Mais c'est vrai qu'on y pense très rarement. Et quand j'ai fait mes recherches, je me dis, attends, mais en fait, vraiment, il y a vraiment d'autres faces du Brésil. Et c'est pas un pays qui fait partie des BRICS pour rien. C'est pas un si grand pays pour rien. Donc voilà, tout simplement. C'est très intéressant. En tout cas, et sur l'immigration allemande aussi, tu as bien fait d'y revenir, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui doit savoir qu'il y a beaucoup de personnes d'origine allemande qui vivent au Brésil.
On passe maintenant à la dernière chronique avec le fun fact et Kimia qui va nous emmener du côté de l'Azerbaïdjan. Oui, donc je vais vous faire découvrir les caravansérails. Mais qu'est-ce que c'est ? Avant les hôtels, avant les stations-service et bien avant les applications de réservation, il existait déjà des lieux capables d'accueillir des voyageurs venus de très loin avec leurs marchandises, leur langue et leurs histoires. Ces lieux portaient un nom, donc les caravansérails. Le mot vient du persan karvansara qui signifie littéralement maison des caravanes. Pendant des siècles, c'était le quotidien de tous les voyageurs traversant l'Azerbaïdjan de dormir en sécurité au milieu de nulle part, entourés d'inconnus venus de 3 continents, tout en négociant de la soie et des épices. Concrètement, il s'agissait d'hôtels multifonctions et stratégiques. Un caravansérail, ce n'était pas qu'un simple abri. On y trouvait une cour centrale pour les caravanes, des chambres en hauteur pour les voyageurs et des écuries au rez-de-chaussée. Tout était pensé pour protéger en fait les hommes et leurs marchandises, donc pour la sécurité et l'efficacité. Ces vastes bâtiments fortifiés jalonnaient les routes commerciales, notamment celles des routes de la soie, et permettaient aux marchands de faire halte sans le risque d'être attaqués. Ces établissements proposaient aux marchands un lieu donc pour se reposer, protéger leurs biens et préparer la suite de leur voyage, qui était souvent dans des régions hostiles. Mais le rôle des caravansérails dépasse largement l'hospitalité, car derrière leurs murs épais, il ne se passait pas que du repos. Ces lieux avaient une autre fonction plus discrète, ils servaient de point d'échange d'informations. Parce que dans un même espace, on pouvait trouver ou croiser des marchands perses, des voyageurs turcs, des artisans caucasiens ou des intermédiaires venus d'Asie centrale. Les nouvelles circulaient aussi vite que les marchandises. Certains historiens considèrent même que les caravansérails sont les ancêtres des hubs internationaux modernes mêlant commerce, diplomatie et renseignement. On peut dire aussi que les caravansérails étaient comme des carrefours incontournables des routes de la soie et indispensables au commerce international. Si ces structures étaient si nombreuses, c'est parce que l'Azerbaïdjan occupe une position stratégique unique. Il est situé dans l'Empire perse, entre l'Empire perse, le mont turc et le Caucase, et le territoire était un passage obligatoire des routes de la soie. Des villes comme Bakou sur la mer Caspienne ou Chéki étaient des centres commerciaux majeurs où transitaient soie, épices, tapis ou métaux. Mais cette position stratégique a aussi un prix. L'Azerbaïdjan a longtemps été un véritable échiquier géopolitique, parce que contrôler les routes commerciales, c'était aussi contrôler la richesse. C'est pourquoi le pays était disputé entre plusieurs grandes puissances, notamment l'Empire perse et l'Empire ottoman. Les caravansérails devenaient alors un des points clés en fait, pour contrôler et surveiller les flux de voyageurs et les informations. Enfin, c'était aussi un lieu où les cultures se mélangent. Ce flux constant de voyageurs a profondément marqué l'identité du pays. L'Azerbaïdjan est aujourd'hui le produit d'un triple héritage, turcique notamment avec la langue azérie, perse dans l'administration, la littérature et les traditions, et caucasien dans les cultures locales anciennes. Ce mélange se retrouve dans l'architecture, la cuisine et même l'écriture. Dans un caravansérail, par exemple, on pouvait entendre plusieurs langues en une seule soirée. Donc ces lieux ont contribué à façonner l'identité culturelle de toute la région. Avec la fin des grandes caravanes commerciales au XIXe siècle, ces bâtiments ont progressivement perdu leur fonction initiale, mais ils n'ont pas disparu. Parce qu'aujourd'hui, de nombreux caravansérails en Azerbaïdjan ont été restaurés et intégrés au patrimoine touristique. Ils attirent désormais des voyageurs du monde entier, non pas pour le commerce, mais pour l'histoire. On en retrouve partout dans la région, comme en Ouzbékistan, en Turquie ou en Iran. Ils sont transformés en hôtels ou en guest house, afin que les visiteurs dorment et se reposent dans un cadre historique. Merci beaucoup, Kimia. Et c'est assez intéressant de voir que l'Azerbaïdjan, de par sa position de carrefour stratégique, elle a pu aussi avoir ce brassage culturel finalement, avec beaucoup de cultures qui ont cohabité. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant à analyser. J'avais une petite question. Est-ce que tu sais ce qu'elles deviennent maintenant Mais vraiment, c'est pour les touristes, pour les voyageurs. Par exemple, j'ai déjà eu l'occasion d'aller en Ouzbékistan, en Iran, et quand on va dans certaines villes qui ne sont pas forcément connues, il y a des hôtels très modernes, etc., où on peut séjourner, mais il y a les caravansérails aussi, où au moins on est dans un lieu vraiment où l'histoire parle en fait. Ok, donc elles servent encore Elles servent encore, bon, pas pour... Même restaurant là par exemple. Oui, il y a de tout, on peut prendre le petit-déj, voilà, il y a des soirées parfois, avec de la musique, on est vraiment dans les traditions. Un lieu culturel qui est fort. Mais utilisé pour le tourisme, maintenant. C'est important dans le patrimoine culturel du pays, je pense aussi. Donc c'est assez intéressant, franchement. Merci beaucoup, Kimia, pour la chronique. Et c'est un beau fun fact, parce que je ne connaissais pas du tout. Si vous voyagez dans cette région, vous dormirez dans des caravansérails. On passera à toi. En tout cas, merci beaucoup d'être venus. Merci à tous les trois d'avoir fait cette émission. On est parti un peu dans tous les pays, que ce soit en Europe, en Amérique du Sud, en Asie. Donc c'était très très intéressant. Et la semaine prochaine, Jao animera l'émission.
Il le fera certainement mieux que moi, en toute humilité. Et voilà, on se retrouvera donc la semaine prochaine. Et merci à vous et passez une bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir.